Survenant, survenante. Personne qui s'ajoute survient dans un groupe. Salut, moi c'est Annabelle. Moi c'est Catherine. Et moi c'est aussi Catherine, mais vous pouvez m'appeler Renée, le temps d'un balado. On est les survenantes. Qui n'a pas déjà cherché une réponse à ses problèmes dans un livre? On retrouve sur les tablettes des librairies et des bibliothèques des titres qui traitent de toutes les préoccupations humaines possibles. Des relations amoureuses à la gestion de son argent, en passant par l'art d'être parent et d'organiser sa maison, les ouvrages de type self-help ne manquent pas. En fait, ils pullulent. Alors, comment se retrouver dans cette mer de conseils? Par où commencer? À qui faire confiance? Comment distinguer les spécialistes des charlatans? Les livres de self-help peuvent-ils vraiment nous aider? Ce sont les questions auxquelles tentent de répondre les survenantes dans cet épisode C'est pas ma tasse de thé, consacré aux livres de croissance personnelle. Renée nous partage d'abord quelques faits intéressants sur le genre et les survenantes discutent de leur rapport aux livres d'auto-assistance. Annabelle nous parle d'hypersensibilité en nous présentant l'ouvrage « Ces gens qui ont peur d'avoir peur » de Hélène Aron. Catherine nous présente « Prendre soin de sa maison, même en plein chaos », 31 jours d'autocompassion de Casey Davis. Renée nous parle à son tour de How to Money, Your Ultimate Visual Guide to the Basics of Finance de Jean Chatzky, Catherine Tuggle et l'équipe de Her Money. Enfin, les survenantes vous offrent quelques précieux conseils pour vous aider à dénicher le livre de croissance personnelle qu'il vous faut et éviter de tomber dans certains pièges. Vous êtes en compagnie des survenantes. Retrouvez-nous sur Instagram et Patreon pour nous faire part de vos impressions. Nous sommes curieuses. Que pensez-vous des livres de croissance personnelle? Êtes-vous du genre à ne jurer que par ces ouvrages ou plutôt à les éviter à tout prix? Écrivez-nous, nous avons hâte de vous lire. En attendant, bonne écoute! On est rassemblés aujourd'hui avec... on est les survenantes, mais on a une mini-survenante avec nous. Bienvenue. Bienvenue. Bébé de Catherine. Oui. Deuxième petit bébé de Catherine. Oui, qui a 3 mois et demi, qui est avec nous aujourd'hui pour l'enregistrement. Le dernier épisode était avec nous, mais toujours dans le bedon. J'allais dire dans son sachet. Dans sa petite poche. Alors là, vous allez peut-être entendre des bruits de... Comme ça. Des petits bruits de bébé. Je pense qu'elle est déjà habituée à nos voix parce qu'elle nous a entendu parler en masse. oui, Elle pendant fait les du montage montages. aussi. Oui, elle Ouais. fait du montage sur maman. Super mixeuse. Bienvenue, bébé numéro 2. Bon. Aujourd'hui, on a préparé un épisode, les filles, sur un sujet incroyable. Les livres d'auto-assistance, donc les livres de self-help, comme on dit en anglais. On peut aussi dire croissance personnelle en français. En tout cas, il y a plein de termes pour désigner. Puis j'ai concocté une petite recette, comme Annabelle nous l'a fait dans le premier épisode, pour vous décrire qu'est-ce que ça prend pour faire un livre de croissance personnelle. C'est vraiment pas compliqué. Genre, ça prend 3 choses. Ça vous prend un problème. Ça, je pense que tout le monde en a. Ça part bien. Ouais. Ça commence Un bien. problème, disons, ou un défi d'ordre personnel, okay? Donc dans sa vie personnelle. Ça prend un expert ou quelqu'un qui se dit être un expert, des connaissances sur le sujet. Et ça prend finalement un support pour exprimer ses conseils. Donc, ça peut être un livre, ça peut être... ben oui, c'est souvent un livre. Mais ces 3 éléments-là, donc on a un besoin, un expert qui va venir répondre à ce besoin-là et qui va... Là, ça c'est tombé. Tranquillement vulgariser le contenu pour qu'un public, un grand public puisse comprendre de quoi il est question exactement dans le livre et comprendre, OK, j'ai un problème, puis comment est-ce que cette personne-là va m'aider à le résoudre. Je vous ai préparé une liste de saviez-vous que. Êtes-vous prête? Oui. OK. Saviez-vous que le marché du livre de croissance personnelle est le plus lucratif au monde? Oui. Ouais. Moi, je pensais que c'était la littérature sentimentale. Oh non, détrôné, madame. Ah, Ouais. OK. L'ancêtre du livre de croissance personnelle, ce serait un livre d'un vizir égyptien. Donc, on parle Égypte ancienne du temps des pyramides, du nom de Ptahhotep, qui, à l'âge vénérable de 110 ans, mesdames et messieurs, aurait décidé de rédiger des maximes pour transmettre son expérience aux générations futures.
So the story goes. Intéressant. Le livre du mieux-être, comme on le connaît aujourd'hui, il serait né à la fin du 19e siècle aux États-Unis. Le terme self-help, que l'on traduit, comme je l'ai dit tantôt, par croissance personnelle ou parfois par auto-assistance, nous vient de Samuel Smiles. Tu parles d'un nom. Il a écrit un livre intitulé Self-Help en 1859, puis c'est un livre dans lequel il explique comment monter, grosso modo, les échelons au travail et dans la société. Aux yeux de Monsieur Sourire, selon sa philosophie de vie, personne n'est une victime. Chacune est responsable de son bonheur et de son malheur. Allô, le privilège et les idées toxiques. Eh oui. Mais bon, donc ça prend quand même racine assez loin, cette idée-là, qu'on doit s'auto-réaliser. Puis que c'est de ta faute si ça marche pas. Exactement, ben oui. Évidemment. Mais Achète bon. plus de livres! Oui, c'est ça, exact. Mais bon, c'est ça le nom que va prendre le genre le plus lucratif au monde. Donc, les premiers livres de self-help qui ont été publiés, on le devine, étaient destinés principalement aux hommes, parce que c'était les hommes qui travaillaient, et on dit surtout les hommes blancs aux États-Unis. Ceux qui ont été après, au début 1900, dans les années 60, écrits pour les femmes, traitaient de thèmes qu'on jugeait féminins. Donc, bienséance, apparence, comment tenir son foyer, élever ses enfants et soutenir son mari. En gros, ouais. Annabelle a vomi dans sa langue. Donc, enfin, le self-help, on s'en doute, on en a parlé tantôt, c'est une façon d'éduquer les gens. Puis, j'aimerais parler d'un ouvrage que vous connaissez peut-être, mais qui a été publié dans les années 70, qui s'appelait Our Bodies, Ourselves. Donc, c'était un livret féministe à la fin, qui a été créé à Boston par des expertes sur des sujets comme la santé sexuelle, la masturbation, la reproduction, la santé psychologique, l'anatomie des femmes. Tout ça dans un ouvrage, une Bible, qu'on a mis à la disposition des femmes pour qu'elles apprennent à devenir plus autonomes dans leurs soins de santé. Donc, c'est devenu comme une espèce de... Vraiment une Bible là, qui passait de main en main puis qui tombait en morceaux tellement elle était consultée. Puis ça, il y a eu des rééditions pendant plusieurs années jusqu'en 2018 quand l'organisme a dit « On a fait notre devoir, maintenant Internet est là avec des ressources fiables, on juge qu'on peut se retirer puis se concentrer sur d'autres projets féministes. » Mais ça a été vraiment comme un pilier de la santé des femmes aux États-Unis. Puis je serais curieuse de voir aussi les répercussions que ça a eu au Canada. Parce que c'est sûr qu'il y en a eu. Les femmes représentent 70% du lectorat des livres de croissance personnelle. Mais je me demande pourquoi. On va en parler tantôt. Charge émotionnelle. Oui, c'est ça. Les livres les plus publiés de self-help ont trait à... Tu as vu ma réponse? L'argent. Ben moi, j'allais dire les diètes. Oui, l'alimentation. Ah oui, hein? Oui, vraiment. Surtout les régimes. Mm. Le livre de self-help le plus vendu de tous les temps aux États-Unis est Think and Grow Rich, donc un livre sur l'argent de Napoleon Hill. Et, dernier fait assez intéressant, les livres de croissance personnelle sont moins populaires dans les pays où l'indice du bonheur est plus élevé, ce qui est logique. En Norvège et en Finlande, on s'en fout du self-help. Et d'ailleurs, au Canada, c'est moins populaire qu'aux États-Unis. On est quand même plus élevé dans l'indice de bonheur mondial. Voilà pour mes petits saviez-vous que... Tu peux pas applaudir, j'ai un bébé dans le bras. C'est des applaudissements. mais Le pas bébé fort. applaudit avec ses orteils. Là, Oui, je c'est vois. ça, la bouche. C'est parfait. Les filles, à quoi vous pensez quand je dis self-help et croissance personnelle? Moi, j'ai toujours été bien méfiante de ce genre littéraire-là. Chaque fois que je pense à self-help, je pense à des titres qui sont tapageurs, des titres qui sont style clickbait, là, avec des noms qui n'ont pas d'allure, comme les 5 choses qui feront de vous un milliardaire accompli, ou comment je suis devenue moins stressée rapidement, puis des choses comme ça. tu sais. Comment vous faire des amis. C'est un livre qui existe. En plus. Donc, moi, je trouve un peu la recette peut-être facile, on nous vend du rêve, donc une méfiance de mon côté. Moi, on en lisait vraiment énormément dans ma famille. OK. Puis ça m'a rendu sceptique. Okay. Je pense que il y a des personnes dans ma famille qui sont quand même des bons lecteurs, surtout de self-help. OK. Puis, dans le fond, j'avais peur que ça soit comme New Age ou que ça soit pas sérieux, que ça soit mal informé, parce qu'il y a vraiment de tout. En même temps, tu sais, moi, je suis hypersensible. Quand j'étais enfant, ma mère a trouvé au Costco le classique de Helen and Aaron. En tout cas, j'imagine que c'était au Costco. Les enfants
Les enfants hypersensibles. Mhm. Puis moi, je l'ai lu quand j'étais enfant, ce livre-là. Ah oui. OK. Ma mère l'a lu, puis ça m'a vraiment aidé très jeune à comme comprendre un peu c'était quoi ma nature d'hypersensible. Mais c'est ça, je pense que ce qui m'a tout le temps énervé, c'est les courants qui minent notre capacité au sens critique. C'est ça, j'aime pas ça quand un livre te donne l'impression que c'est eux qui ont la réponse. Oui, c'est ça. Il y a cette idée-là que moi, j'ai toujours peur de croiser un discours toxique là, qui peut vraiment nuire aux gens qui ont pas... qui ont vraiment besoin d'aide finalement. Puis souvent, ce qu'on en retient, c'est ben ça va mal, c'est de ta faute parce que t'es pas assez positif, parce que ton verre est pas assez plein. Il faut vraiment se méfier en fait, de la responsabilité qu'on met sur le lecteur parce qu'il y a des problèmes qui nous dépassent, puis il faut aller à la cause, à la racine sociale du problème. C'est souvent des livres qui visent nos plus grandes vulnérabilités en offrant un peu comme une recette miracle. Puis avec des trucs qui sont peut-être applicables dans certains cas, mais évidemment, la vie, c'est plus compliqué que ça. Donc, je trouve que des fois, c'est vendre du rêve à des gens qui ont donc besoin de trouver des solutions pour des problèmes que c'est la société qui ont créés pour eux, tu sais. Justement, parce que ça démontre une vulnérabilité de lire ces livres-là, je pense que c'est pour ça que c'est regardé de haut, souvent, même quand c'est des bons livres. Qui vont vraiment nous aider. Tu sais, je pense qu'un problème aussi, c'est... Moi, le terme croissance personnelle, je déteste ça. Parce que je trouve que ça a tellement une connotation, justement, capitaliste, de comme toujours t'élever en tant que personne, puis que tu vas toujours pouvoir comme t'améliorer, que la vie, c'est quasiment comme linéaire. Puis, fait que ça m'écoeure un peu. Beaucoup. Puis, mais tu sais, un truc que je trouve difficile aussi dans notre société puis dans notre génération, puis c'est lié au genre, entre autres, c'est que moi, je suis programmée pour penser que je peux changer et m'améliorer. Puis que c'est ma responsabilité, que c'est mon travail dans la vie de travailler sur moi puis d'être heureuse, tu sais. C'est pour ça que j'en lis quand même, des livres. On dirait que j'ai tout le temps cette impression-là qu'il faut que je travaille sur moi. Puis à un moment donné, c'est comme, ça va faire. Tu as le droit de prendre des pauses, de travailler sur toi aussi, puis de laisser les autres travailler sur eux autres aussi. Est-ce que vous lisez des livres de self-help? Oui, un petit peu. Là, ça fait peut-être 2 ans que j'ai commencé, mais graduellement, parce qu'il faut me gagner. Mais en fait, j'ai lu des recommandations que mes amis m'ont fait, donc ça m'a comme donné plus envie de les lire, puis j'étais peut-être moins sceptique aussi, plus ouverte au message du livre. J'ai lu récemment Quit Like a Millionaire, No Gimmicks, Luck or Trust Fund Required de Christy Shen, qui est un livre qui parle de finances, puis comment devenir financièrement indépendant et vivre la belle vie avec une retraite précoce. C'est très inspirant. Est-ce que c'est faisable? On verra. Reste à voir. Reste à voir. Oh, je pense que bébé dit oui. J'ai aussi lu un livre sur la sexualité que j'ai trouvé vraiment intéressant. Ça s'appelle Come As You Are, The Surprising New Science That Will Transform Your Sex Life. C'est de la sexologue Emily Nagoski. Et c'est un livre que j'ai vraiment apprécié parce qu'on parle beaucoup de désir dans ce livre-là. Puis c'est un livre qui défait beaucoup de tabous, beaucoup d'idées préconçues sur l'anatomie, entre autres. Puis c'est quoi la sexualité performative. En tout cas, c'est vraiment... Je vous le recommande. Mais c'est 2 livres qui ont vraiment un peu changé ma perception sur le genre. Donc, je suis plus ouverte maintenant. Puis évidemment, le livre dont je vais vous parler tantôt. Là, mais oui, je suis plus ouverte maintenant à lire du self-help. Ouais, j'en lis un petit peu, des livres d'auto-assistance, mais je suis toujours pas mal déçue. Je suis du genre à essayer des choses, à laisser une chance aux livres, puis ça m'est arrivé vraiment souvent de garrocher des livres d'auto-assistance sur le mur. J'ai touché à peu près tout, la sexualité, l'estime, la confiance de soi, l'art de parler aux inconnus, l'anxiété, la maison écologique, les DIY, et on continue. Puis je pense que c'est un genre que je dois prendre avec un grain de sel parce que j'ai des tendances perfectionnistes aussi. Donc, dès que quelqu'un me donne des conseils, je vais vraiment les appliquer à la lettre de A à Z. Puis mes exigences envers le livre et ses bienfaits vont être super élevées. Donc, résultat, je vais être déçue. Je vois Catherine qui se reconnaît exactement dans mes mots. Je pense qu'en termes de personnalité, on a ce trait-là en commun. On est toutes les deux assez perfectionnistes. Ouais, c'est fou aussi, c'est parce que le genre englobe tellement de choses. Parce que quand tu dis la maison écologique, le do-it-yourself, parce que moi, j'aborde chacun de mes problèmes dans la vie à travers mes cartes de bibliothèque. Je dis mes cartes de bibliothèque parce qu'on est 4 chez nous, puis c'est moi qui réserve des livres sur les 4 cartes.
Fait que, tu sais, comme la maison écologique, en ce moment, j'en emprunte plein là-dessus, le do-it-yourself, tout le temps. En tout cas, elle est vraiment présente, notre mini-survenante dans cet Oui. épisode. Bon, maintenant, je vais vous parler de mon livre, maintenant que bébé dort dans mes bras, en espérant que ça va durer un peu plus longtemps encore. Alors moi, le livre que j'ai choisi, c'est Prendre soin de sa maison, même en plein chaos. 31 jours d'autocompassion de Casey Davis. C'est une traduction de l'anglais. Le titre en anglais, c'est How to Keep House While Drowning, A Gentle Approach to Cleaning and Organizing. Ça a été publié en 2020. Casey Davis, c'est une thérapeute américaine qui vit au Texas et qui est très connue sur les réseaux sociaux depuis la pandémie, sur TikTok et sur Instagram. C'est un best-seller depuis 2020. Ça vient d'être traduit en français aux éditions Jouvence en 2022. Puis, Casey Davis, fait intéressant, est aussi une créatrice de balado. Son balado s'appelle Struggle Care, a podcast about self-care by a host that hates the term self-care. Alors, un podcast sur le prendre soin de soi par quelqu'un qui déteste cette expression. J'ai lu le livre, en guillemets, audio. Alors, j'ai écouté le livre. Il est lu par l'autrice, qui est quand même une très bonne narratrice. C'était un essai pour moi parce que j'ai vraiment la difficulté à écouter des livres de non-fiction. Puis là, je me suis dit, je vais tenter le coup. C'est très court, c'est 3 heures seulement. Le format papier en anglais, c'est 150 pages, puis en français, c'est 175 pages. Dans les deux cas, il y a des belles interlignes, il y a des images, etc. C'est tout pour être accessible. Alors, c'est un livre aussi qui a été écrit pour aider les personnes neurodivergentes, notamment celles qui ont des problèmes d'attention, pour dans le fond, rendre ça facile d'accès pour elles, pour les aider au quotidien. La philosophie de Casey Davis qu'elle présente dans ce livre-là, c'est « Vous n'êtes pas là pour être au service de votre intérieur, c'est votre intérieur qui est là pour être à votre service. » Son public cible, c'est pas nécessairement moi en ce moment dans ma vie, mais ça m'a fait réfléchir quand même. Ça m'a aidé pas mal dans une période de vie où, disons, avec un deuxième bébé, c'est plus difficile de gérer le quotidien. Mais il y a quand même vraiment des bons trucs qui s'adressent, selon moi, à tout le monde. Je trouve qu'on est dans un monde qui voit un gros culte au matériel. Le matériel et le statut sont souvent liés à la perception que les autres ont de nous ou à l'image qu'on souhaite refléter, plutôt que nos valeurs intrinsèques ou le genre de personne qu'on est. Fait que je pense que c'est vraiment important de se rappeler que notre intérieur est fait pour nous servir et non pas le contraire. Dans le fond, j'ai choisi ce livre-là parce que j'ai une relation problématique au ménage. Je suis pas une clean freak. Je suis vraiment pas une Marie Kondo. Ça fait longtemps que je plie plus mes sous-vêtements ou le linge de mes enfants même. Mais en même temps, je culpabilise tout le temps que ma maison est pas propre. Je suis du genre à vraiment focusser sur des détails aussi dans l'entretien de la maison. J'ai comme tout le temps, genre, un ange ou un démon sur mon épaule qui me juge par rapport à l'entretien de ma maison. Je me disais, OK, avec un deuxième enfant, ça va être encore plus difficile, puis il va falloir comme que j'apprenne à être moins perfectionniste, puis à lâcher prise sur bien des affaires. Puis ça m'a quand même beaucoup aidé, ce livre-là. Je vais vous dire un peu les conseils qu'elle donne. Elle nous explique que l'entretien d'une maison est moralement neutre. Alors, elle va souvent revenir là-dessus. De quoi votre maison a l'air, si vous êtes organisé ou si à l'endroit, ou si c'est spick and span ou pas. Ça n'a rien à voir avec votre valeur en tant qu'individu, avec le genre de personne que vous êtes, avec le fait que vous êtes moralement bon ou non. Moi, je trouve personnellement que c'est facile de tomber dans un cycle où est-ce qu'on est perfectionniste, ce qui nous mène à culpabiliser, ce qui nous mène à être déprimé. Puis c'est un peu ça qu'elle essaie de déconstruire en nous rappelant constamment que c'est correct de faire une job à moitié. Une job à moitié faite est déjà une job à moitié faite. Ça, c'est très utile quand tu as des enfants, surtout en bas âge. Tu vas arriver à plier 10% de ton linge, ben c'est déjà 10% de ton linge. Dans le fond, peu importe le système qui fonctionne pour vous, ben c'est correct, OK? Tant que ça fonctionne pour vous. Peu importe ce que, genre, les magazines pour femmes auraient à dire là-dessus, ou Marie Kondo, ou votre mère. Par exemple, elle va parler des vêtements qu'on porte, puis qu'après, on trouve qu'ils sont pas vraiment sales, fait qu'on pourrait les reporter 1 ou 2 fois. Bon, ben, où est-ce que tu ranges ces vêtements-là? Ben, elle a dit, moi, je les remets simplement dans le garde-robe.
Ben, d'ici, vous décidez de laisser traîner sur une chaise, ben, puis que ça fonctionne pour vous et que vous êtes heureux dans la vie, ben, c'est bien correct. Puis c'est ça que j'aime parce qu'on n'est pas ici nécessairement dans la croissance personnelle, on est dans l'acceptation de qui on est. Ça veut dire, tu sais, différentes personnes ont différentes priorités dans la vie, ont différentes capacités, puis ont différentes façons de faire. Puis c'est tout. Tu sais, on n'est pas dans le « il faut que ta maison ait l'air de ça ». On est juste dans accepter soi-même notre réalité. Puis elle va donner aussi des méthodes pour t'aider si tu as un problème d'attention. C'est incessant les choses à ramasser chez nous. Puis elle a un système de panier. Là, j'ai commencé à faire ça. Là, j'ai acheté plein de paniers chez Ikea. Puis là, je suis juste comme... Puis tout ce qui traîne, je les mets dans des paniers qui sont dédiés aux pièces où ça va. Puis après, le panier va peut-être rester là pendant une semaine. Mais c'est pas grave. Au moins, le panier est prêt. Quand je vais avoir le temps de ranger, ben, je vais pouvoir le ranger. Tu dois voir ça moins comme une montagne, là, que plutôt ramasser un élément, un article à la parce fois. que quand tout tu mets... tu sais, moi, je pense pas que j'ai un trouble d'attention, mais quand tu as des enfants de bas âge, ton attention, là... Mais t'es distraite tout le temps, j'imagine. C'est ça, là, postpartum, là, ton cerveau, là, c'est du pudding, là. Puis après, ton attention est tout le temps divisée. Les enfants ont des besoins qui interrompent tout ce que tu fais dans la vie. Il faut que tu acceptes que les choses vont être faites à moitié. Moi, ça a été quand même très libérateur, ce livre-là. Il y avait beaucoup de trucs, elle m'a donné beaucoup de trucs motivationnels aussi. Comment se motiver à faire du ménage. Moi, beaucoup de choses que je faisais déjà au fil des années. Mais ça peut aider les gens qui ont de la difficulté à se motiver. Elle va donner des trucs aussi pour prendre soin de soi quand tu n'y arrives pas. Par exemple, les personnes qui sont très déprimées et qui n'arrivent pas à se laver les cheveux. Elle va expliquer aussi un truc que j'ai fait aussi, c'est de faire ta charte des priorités selon ce que ça t'apporte à ton état mental, à ton bien-être mental. Par exemple, prendre ces antidépresseurs. Okay? Puis ça, si tu as déjà réussi à faire ça aujourd'hui, c'est bien. Tu sais, se brosser les dents. Mm-hmm. Ça, là, quand tu es postpartum, là, c'est tout des trucs vraiment pertinents. Ce que j'ai aimé, à part tout ce que j'ai mentionné, son intro m'a vraiment accroché, les premières lignes, parce qu'elle parle de comment, quand elle était enceinte de son deuxième enfant, après avoir vécu une dépression et de l'anxiété à son premier, elle a décidé qu'elle allait super s'organiser pour que ça aille mieux cette fois-là. Mais là, la pandémie est arrivée, elle était isolée, elle manquait de soutien, elle avait tout le temps l'impression d'être paresseuse. Elle s'est rendue compte que ça, c'était faux. Donc, dans le fond, moi, quand elle dit « je vais déconstruire cette idée-là », que tu te sens paresseuse, en te montrant comment aussi le travail de soin de soi, de son environnement, c'est du travail invisible, qui est non reconnu, non valorisé, puis qu'on n'arrive pas à faire tout ce qui paraît. C'est pas un livre qui est dédié juste aux parents. Elle a même un chapitre là-dessus en disant « si vous n'avez pas d'enfant, sentez-vous pas coupable, là. Vous êtes aussi légitime de ne pas y arriver. » J'ai aimé qu'elle aborde beaucoup les besoins de base, comme je vous disais, prendre ses antidépresseurs, se brosser les dents, se laver, se nourrir. Elle commence vraiment là, dans les besoins les plus basiques, là, pour après se rendre jusqu'à l'organisation de ton garde-robe. Mais elle ne va pas vraiment insister sur l'organisation de ton garde-robe. Son point, c'est comme, si tu trouves que ton garde-robe est correct, il est correct. C'est un peu comme la pyramide de Maslow, là. On est dans les besoins de base en premier, puis j'aime ça, le focus qui soit mis là-dessus, parce que je pense qu'on perd un peu de vue comment c'est essentiel de prendre soin de soi, mais avec les trucs, avec la base, là, simplement. Comme on va focusser sur avoir un contour propre, mais tu sais, l'important, c'est que tu aies nourri ta famille. Moi, ça a déconstruit beaucoup de choses pour moi. C'est des chapitres courts, clairs, des stratégies claires. C'est vraiment une expérience auditive cool aussi. Puis c'est un format bouquin papier qui est aussi génial pour les personnes neurodivergentes. Et souvent, elle va dire, si vous n'avez pas beaucoup de temps ou que vous sentez que vous n'avez pas besoin de ces chapitres-là, sautez à tel chapitre. C'est vraiment un livre créé comme un outil. Elle va parler aussi du manque de compétences versus le manque de soutien. Ça, je trouve ça vraiment important pour dire comme, c'est pas tout le temps tout sur tes épaules. Peut-être que ton problème, c'est pas que tu manques de compétences, c'est juste que tu n'es pas capable de faire tout ça tout seul. Je pense que c'est quelque chose à réfléchir. Par contre, un bémol que j'ai, c'est que vu que ce livre-là est fait pour être vraiment accessible, tu sais, moi, j'aurais aimé ça qu'elle déconstruise un peu plus le genre. Elle a un mini-chapitre sur le genre en disant « c'est vrai que les femmes en font beaucoup plus ». Ça, je trouve ça problématique. Ce livre-là, je suis pas mal sûre que la plupart des gens qui vont le lire, c'est des femmes. Un problème aussi, c'est que dans la version française, ils n'ont pas utilisé une écriture inclusive, même si, honnêtement, l'écriture inclusive, depuis 2 ans, je la vois partout.
autant en France qu'au Québec. Puis ce livre-là vient d'être publié. Il y a même une note au début qui ont dit, pour faciliter la lecture, on a décidé de ne pas utiliser l'écriture inclusive. Alors, tout est au masculin. Quand on s'entend que la plupart des gens qui vont lire ce livre-là, c'est surtout des femmes. Ah, c'est décevant. Ouais, ça, c'est très décevant. Parlant de la traduction, qui a l'air assez bonne, malgré qu'elle est très franco-française, le titre, je le comprends pas du tout. Parce que les 31 jours d'autocompassion, je me dis, c'est pas du tout dans le titre en anglais. Puis là, j'ai feuilleté le livre, puis ils parlent jamais de 31 jours dans le livre. Ils n'ont pas adapté le texte, là. Il n'y a pas de 31 jours. Il n'y a pas de calendrier avec des missions. Ils ont inventé un nouveau titre, finalement. Oui, puis dans le fond, ils ont essayé d'y donner vraiment comme une saveur self-help. À l'américaine. À l'américaine, en ajoutant 31 jours d'autocompassion, comme si c'était une espèce de carte, là, en disant jour 1, faites ci, jour 2, faites ça. Quantitatif, là, comme 7 façons de, ou 31 façons de, c'est ça. Ou 5 jours pour. Mais ça n'a aucun rapport. Ils ne parlent pas de calendrier dans le livre. C'est bizarre. Moi, c'est un livre qui m'a vraiment aidée. J'ai cru 90% du temps. J'ai cru aussi, hein, dans le sens de croître. J'ai cru depuis ma lecture il y a quelques mois. J'ai aimé qu'elle parle d'efficacité, mais d'efficacité choisie. On fait des choix dans la vie de qu'est-ce qui est important pour nous. Puis maintenant, j'essaie d'avoir ce dialogue-là aussi encore plus avec des gens. Quand je vais chez des amis qui ont des enfants, tout a l'air tout le temps propre. Mais là, quand tu en parles avec eux, tu te rends compte que c'est juste parce que tu es là que c'est propre. Donc, j'essaie aussi un peu plus de, quand on a des invités, de lâcher prise. Mais là, moi, j'essaie un peu de baisser la barre. Puis je me dis que ça va faire du bien à tout le monde. Autant à nous qu'aux gens qui viennent chez nous. Oui. Quand Kat, tu nous as mis au défi de lire des livres de croissance personnelle pour le podcast, moi, il y avait un sujet sur lequel j'ai toujours voulu lire. J'étais tombée sur un TED Talk il y a très longtemps sur YouTube qui parlait de l'hypersensibilité, un sujet qui nous touche toutes les trois, je crois. Puis je me suis dit... Toutes les quatre, je crois. Toutes les quatre avec petit bébé qui dort en ce moment. Puis je me suis dit, là, c'est vraiment l'opportunité pour moi d'aller lire sur le sujet. Je suis tombée sur ces gens qui ont peur d'avoir peur, mieux comprendre l'hypersensibilité. C'est un livre qui a été écrit par l'autrice américaine et psychologue Helen N. Aaron, dont tu nous as parlé tout à l'heure, Catherine. Je suis d'abord tombée sur le livre en format audio, puis par la suite, je l'ai emprunté en version numérique parce qu'il y avait tellement de contenu, tellement de choses que je voulais m'approprier. Je voulais pas que ça passe par-dessus ma tête. J'ai vraiment fait l'exercice de l'écouter, puis de m'asseoir, puis de relire des passages. Déjà, avant de lire le livre, je soupçonnais que je faisais partie des heureux élus qui sont hypersensibles. Puis le livre a comme un peu confirmé mes soupçons. D'abord, Helen N. Aaron, elle est née aux États-Unis en 1944, puis toute sa vie, elle s'est sentie différente, puis en décalage par rapport aux autres. Pendant ses études, elle a consulté en psychologie, puis son intervenante lui a mentionné qu'elle était particulièrement sensible. Puis c'est un peu ça qui l'a motivée à étudier en psychologie, puis à devenir chercheuse sur le sujet. À l'époque, il y avait très peu de recherches qui étaient faites sur l'hypersensibilité. Elle s'est donnée un peu comme la mission de faire la lumière sur ce trait de personnalité, puis elle a découvert au fil des années que l'hypersensibilité touche environ 20% des gens. Parmi ces 20%-là, environ 70% sont considérés introvertis, puis le reste serait extraverti. Dans sa longue carrière, qu'elle mène toujours d'ailleurs, elle a publié de nombreux articles scientifiques puis plusieurs livres. Tu en as mentionné plusieurs tantôt, Kat. Donc, The Highly Sensitive Child, Mon enfant est hautement sensible, qu'elle a publié en 2002. Puis The Highly Sensitive Parent, ou Parents hypersensibles, qui est paru plus récemment en 2020. Fait que je vais faire un court résumé. C'est quand même un livre qui est costaud. On parle de 417 pages avec du contenu scientifique par moment. Mais moi, j'ai trouvé que le ton intime de l'autrice était vraiment réconfortant. Ça n'a pas été un problème de lire le livre jusqu'à la fin. J'ai été accrochée à chaque mot et à chaque paragraphe. La version du livre que j'ai lu, c'est évidemment celle qui est parue récemment en 2022 aux éditions Kindle. C'est en fait la version augmentée de la version originale de Highly Sensitive Person qui était parue en 96. Donc dans la version 2.0 que j'ai lue, Aaron nous fait part de ses recherches des 25 dernières années, donc c'est comme une version améliorée. C'est un portrait qui est plus mis à jour là, sur l'hypersensibilité. D'abord, on apprend dans le livre c'est quoi l'hypersensibilité sensorielle, puis on apprend en fait que c'est une particularité qui est neurologique, qui fait en sorte que des personnes hautement sensibles vont traiter avec plus de profondeur l'information sensorielle et sociale qui est recueillie par les sens.
Le problème avec le traitement sensoriel en profondeur, c'est que les personnes hautement sensibles, ils vont atteindre un point de saturation, un point de non-retour plus vite qu'une personne qui est, entre guillemets, normalement sensible. Donc, l'hyperstimulation du système nerveux peut causer du stress, une grande fatigue puis un sentiment de ne pas être adéquat en société. L'autrice explique que les hypersensibles, ils n'ont pas un trouble du traitement sensoriel. C'est pas une pathologie, c'est pas une maladie, c'est vraiment un traitement sensoriel qui est en fait victime de son efficacité. Il est trop efficace. Dans son livre, elle nous propose un petit test d'une 20aine de questions que l'on peut aussi retrouver sur son site web puis qui permet d'évaluer notre échelle de sensibilité. Maintes fois, dans le livre, Erin se fait très rassurante. L'hypersensibilité sensorielle, comme je l'ai déjà mentionné, c'est pas une maladie, c'est pas une pathologie, puis ça, elle le répète plusieurs fois. C'est important de se le rappeler, en fait, parce qu'on peut avoir l'impression, des fois, qu'on est complètement dépassé ou submergé par la vie, puis c'est vraiment notre système nerveux qui en prend trop, finalement. Son livre est organisé dans une démarche en 4 étapes pour apprivoiser l'hypersensibilité. Je vais vous lire un petit extrait maintenant, qui me fait vraiment du bien, c'est un petit baume sur le cœur. Vous aurez beau souhaiter être moins sensible, vous n'y parviendrez pas. Vous pouvez beaucoup améliorer votre rapport à cette sensibilité et en prendre soin davantage si vous en connaissez la nature profonde. J'espère que vous l'apercevrez maintenant comme un réel bienfait. La première étape du livre est vraiment centrée sur la connaissance de soi, de son passé, de ses traits de caractère. Dans la deuxième étape, on devient un peu comme un parent pour soi-même à travers des activités qu'elle propose de faire, notamment de retourner à notre tendre enfance, comme quand on était des nourrissons, par exemple. Ça nous aide à recadrer notre vécu dans un nouveau contexte et à mieux comprendre son passé pour mieux construire son futur. Pour la troisième étape, l'autrice nous guide sur le chemin de la guérison. Puis elle va nous donner des pistes pour soigner nos blessures profondes, parce que c'est sûr que grandir en étant hypersensible, d'une certaine façon, ça laisse des marques. Finalement, en quatrième partie, elle nous encourage à prendre notre place dans le monde extérieur. Puis cette partie-là, je l'ai trouvée très concrète. Puis ça m'a vraiment plu. Dans le reste du livre, c'est un peu comme un guide de survie pour les hypersensibles avec toutes sortes d'idées, de conseils pour désamorcer l'hyperstimulation, se faire des amis, mettre ses limites aussi, parce que ça, c'est un enjeu, un grand défi, souvent. Comment s'épanouir au travail, dans les relations intimes aussi. Puis évidemment, elle parle des divers traitements possibles qui peuvent être pharmacologiques, mais aussi thérapeutiques, spirituels, dans la méditation, etc. Une chose que j'ai retenue du livre de Erin, c'est que l'hypersensibilité, elle n'est pas pareille chez tout le monde. Chaque personne est très différente, notamment à cause de la personnalité, du vécu, puis l'enfance prend une grande place aussi sur la façon que l'hyperstimulation sensorielle va se manifester une fois qu'on est adulte. Généralement, les personnes hypersensibles sont introverties, mais pas toujours. Moi, je suis un peu à cheval entre l'introversion et l'extraversion. Je pense que pour vous deux, c'est un peu plus côté introverti. L'hypersensibilité, c'est génétique. Ça a été prouvé dans les dernières années, donc c'est possible que des membres de notre famille ou des personnes des générations avant nous avaient des traits de l'hypersensibilité. On hoche la tête. Oui, les deux hochent la tête. Moi, en tout cas, ça l'a mis en lumière beaucoup de choses. Ça m'a permis de comprendre des personnes dans ma famille aussi. Que souvent, les personnes hypersensibles vont être étiquetées dès la tendre enfance comme étant des personnes inhibées, timides, craintives. Mais pas toujours, évidemment. Ça va dépendre de comment les enfants se développent. Plus ces enfants-là développent des aptitudes et développent leur confiance en soi, plus l'inhibition et la gêne va diminuer. Mais ça prend des expériences positives à l'enfance pour que ça se manifeste. Sinon, ça risque évidemment de causer plus un côté timide et effacé, si on veut. Tout à l'heure, je parlais du traitement sensoriel. Donc, les personnes qui sont hypersensibles vont vraiment apporter une grande attention aux détails. Puis ça va être des détails de toutes les sortes. Ça peut être une ambiance, les émotions, les mots utilisés par une personne avec qui on parle, entre autres choses, des objets dans une pièce. C'est des personnes qui sont très sensibles au changement, vont vraiment remarquer ce qui se passe autour d'elles, qui fait en sorte que souvent, les personnes hypersensibles sont très lentes pour prendre des décisions parce qu'elles considèrent tous les 1001 facteurs qu'elles vont avoir remarqués. Vous me faites des gros sourires. Est-ce que ça vous parle? Je pense que oui. On a tendance à traiter chaque information plus en profondeur, à faire beaucoup d'associations, à comparer, à penser beaucoup à nos expériences du passé. Puis ça, souvent, c'est quelque chose qui pas nécessairement qui nous est reproché, mais ça va être un trait de caractère qui va être soulevé par les autres. Ah oui, toi, t'analyses tout. Effectivement. Overthinker. Et c'est ça. Moi, ce que j'ai remarqué, par exemple, c'est que mon hyperstimulation est surtout centrée par rapport à mes relations avec les gens.
Donc, dès qu'il y a un changement d'humeur ou un changement dans le ton de la voix ou une remarque ou quelque chose comme ça, là, je me mets en mode super analyse, puis je peux ruminer ça pendant des heures et des heures, si c'est pas des jours. Donc, ce livre-là m'a vraiment fait comprendre que c'est une intuition que j'ai qui peut m'être très utile au travail. Quand je travaille avec mes élèves, ça m'aide énormément, mais ça peut être aussi... C'est comme le revers d'une médaille, ça peut être aussi accablant pour rien finalement, parce que j'ai remarqué des détails qui finalement ça valait pas grand-chose. Ça finalement. peut créer de l'anxiété sociale. Mais tout à fait. Donc, tu parles d'anxiété, effectivement, les hypersensibles sont souvent... c'est souvent les gens qui vont vivre beaucoup d'anxiété. Puis aussi, encore une fois, on parlait de l'enfance, tout dépendant du développement à l'enfance, mais cette anxiété-là peut devenir très, très grande à l'âge adulte. Sur le plan neuronal, il a été prouvé que les personnes qui ont une hypersensibilité vont avoir beaucoup plus d'empathie. Puis ça se passe sur le plan des neurones. On serait doté de plus de neurones miroirs, finalement, que la majorité des gens. Ce qui fait qu'on va vraiment détecter les émotions des autres parce que notre cerveau va nous faire un peu ressentir ce qu'il détecte chez l'autre personne. Donc moi, j'ai souvent dit que j'étais une éponge, surtout pour les émotions négatives. Puis là, je pense que c'est mon cerveau peut-être qui me joue des tours des fois, à savoir, OK, c'est pas mes émotions à moi, là, c'est les émotions de l'autre personne. Puis des fois, peut-être parce qu'on perçoit vraiment bien les émotions des autres, ben des fois aussi, on se laisse tromper parce qu'on les a mal perçues, peut-être, les émotions des autres. Puis en plus, notre mode éponge va absorber quelque chose qui n'est pas là. Exactement. Puis c'est ça, c'est comme si notre système nerveux nous joue un peu des tours, finalement. Ressentir beaucoup d'émotions, vivre beaucoup d'émotions, elle explique que c'est pas par manque de logique. Elle recadre ça comme étant une grande sagesse. Parce que bien comprendre les émotions des autres, bien comprendre son propre ressenti aussi, ça nous permet d'avoir un regard sur le monde qui est assez extraordinaire, en fait. Puis c'est un super pouvoir qui est caché à l'intérieur de nous, finalement. Elle nous mentionne, pour tolérer le monde et finir par l'apprécier, il faut s'y plonger. Donc ça, je vous dirais que c'est la phrase qui définit bien le livre. C'est vraiment une démarche qui est accessible et qui nous permet de profiter du monde extérieur, peut-être qu'on trouve terrorisant parfois, intimidant aussi. J'avais la discussion avec ma mère avec qui on a enregistré un podcast pour nos amis Patreon. Puis ma mère, je la considère comme une grande sensible aussi. Puis elle a réalisé que moi, en fait, la pandémie a exacerbé mon hypersensibilité, pas dans le sens où est-ce que j'ai encore plus de difficultés à réguler mes émotions, que je suis plus anxieuse qu'avant, ça n'a pas vraiment changé, mais c'est plus dans la façon que je me suis adaptée pour bien me sentir. Avant, je me noyais un peu dans les activités sociales, puis je me demandais pourquoi je me sentais pas trop bien. Finalement, puis là, maintenant, je réalise que j'ai un grand côté introverti, moi aussi. C'est juste que je fais probablement partie de la petite minorité qui est extrovertie aussi. Donc, d'accepter que j'ai besoin de temps seul, j'ai besoin de temps sans mes amis, même si j'adore mes amis, puis les voir, ça me fait toujours plaisir, mais des fois, pour recharger mes batteries, je dois vraiment m'isoler. Je terminerai en disant que Helen Aaron est un peu comme une grande tante sage et savante, qui est rassurante, puis qui soulève presque à chaque page les forces qu'on a en nous, qui nous donnent le moyen de devenir la personne avec le plein potentiel qu'on a toujours souhaité être. Moi, j'ai choisi de lire un livre qui s'appelle How to Money de Jean Shatzi, Catherine Toggle et des employés de la compagnie de communication dont Jean Shatzi est la présidente, qui s'appelle Her Money. Catherine Toggle est éditrice en chef chez Her Money et Jean Shatzi, c'est une journaliste puis une experte financière, une experte en finances personnelles qui a écrit vraiment plusieurs best-sellers sur le sujet des finances personnelles. J'ai été attirée par l'idée de lire ce livre-là parce qu'il était co-signé par plusieurs autrices. Fait que je me disais, plusieurs personnes, une équipe assez diversifiée, ça peut donner un avis plus intéressant sur la question parce que c'est quand même un sujet assez, pour moi en tout cas, rebutant. Je pense que la plupart des gens sont pas passionnés par la gestion de leurs finances personnelles et que la plupart des gens peuvent vraiment s'améliorer sur plein de choses. Donc, en gros, c'est un guide 101 sur l'argent. Comment gagner de l'argent, gérer son argent et la dépenser. Je me suis fait un peu avoir. J'ai choisi le livre parce que je le trouvais beau. Parce qu'il y avait des beaux dessins sur la couverture. Puis je pensais que le public cible, c'était peut-être les jeunes femmes, les jeunes professionnels. Mais non, c'est un guide pour les ados, pour les adolescentes. Ils mettent l'accent sur ça dès le début. Pour les personnes trans, les personnes non-binaires, les personnes racisées. Donc on a vraiment un public
qu'on peut dire marginal, entre guillemets. Puis c'est ça, fait que là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je le lis pas, qu'est-ce que je fais avec ça? Finalement, j'ai mis mon ego de côté, j'ai dit, hey, c'est vraiment cool comme projet, je vais voir, peut-être que je peux quand même apprendre des choses, même si je suis une jeune adulte professionnelle. Fait que j'ai un peu été rebutée au début par le ton didactique, si on veut, mais rapidement, je me suis sentie dans le gang, là. C'est une écriture chaleureuse, qui est vraiment accessible aussi. Puis j'ai vraiment appris plein de choses. J'ai vraiment été étonnée d'apprendre plein de choses que je savais pas. Ils font vraiment le tour là, de A à Z, comme si une jeune ado t'arrive et dit « Maman, papa, peu importe, gardien, je veux une carte de débit. Comment ça marche? » Fait qu'on va vraiment aller de comment ouvrir son premier compte de banque à comment investir son argent ou magasiner de l'assurance, ou etc. Donc c'est sûr que moi, la question comment écrire un chèque ou ouvrir un compte de banque, j'ai sauté ces passages-là, mais je suis quand même allée voir les résumés à la fin de chaque chapitre pour voir c'est quoi les trucs qu'ils donnent. Puis c'est ça, c'est vraiment un guide. On est vraiment dans voici les notions de base, les outils que tu as besoin en tant que jeune personne pour devenir indépendante financièrement. Donc j'ai vraiment, comme je l'ai dit, j'ai vraiment aimé le ton très dynamique, l'écriture avec des blagues. On veut que le lectorat s'intéresse à un sujet plus, moins intéressant pour plusieurs personnes. J'ai vraiment aimé les images dans le livre. C'est signé Nina Cosford. Puis ça change vraiment tout. C'est sûr que moi, je l'ai lu sur ma liseuse. Fait les images étaient en noir et blanc, mais papier, c'est vraiment un bel objet. Je sais pas si vous avez déjà remarqué les livres de self-help qui traitent de finances dans les magasins. Ils sont vraiment très laids. Ouais, d'habitude, c'est de base... 3 couleurs, c'est tout. Ouais, ou c'est bleu, où il y a comme un type qui a l'air vraiment riche sur le dessus, puis il y a les dents blanches, puis c'est comme pas attrayant, mais celui-là, c'est un bel ouvrage. Ce que j'ai aussi aimé dans le livre, c'est qu'on offre des petits portraits vraiment variés de femmes qui sont sur le marché du travail, puis qui partagent leur expérience avec l'argent. Elles ont toutes connu un peu de succès, mais par exemple, il y en a qui vont raconter les plus grosses gaffes monétaires qu'ils ont faites. C'est comme... je sais pas, emprunter plein de cartes de crédit, puis toutes les remplir, puis se dire « Oh merde, je peux pas rembourser », mais alors que je savais pas trop comment ça marche. Puis la mission générale du livre, je trouve ça très cool, là, de donner les outils aux ados pour comprendre l'univers des finances, puis leur donner une place dans ce milieu-là qui peut être vraiment intimidant, puis qui est encore dominé par les hommes, par le patriarcat. Ce qui est peut-être moins utile dans ce livre-là pour les gens qui nous écoutent, c'est que c'est un livre qui est destiné au public américain. Fait que je me suis rendu compte en lisant qu'on a quand même beaucoup de différences. C'est une question que j'avais. Différences économiques. Là. Il y a plusieurs réalités qui ne collent pas avec celles du Canada ou du Québec, comme par exemple le coût des études ou tout simplement l'assurance santé. Il y a des passages que j'ai vraiment sautés parce que, bon, ça me parlait moins. Fait le prix du livre aussi, moi je l'ai acheté virtuellement, puis c'était quand même assez cher, puis la version papier est très chère aussi, donc pour un livre qui traite d'économie puis qui veut être accessible, ça serait peut-être intéressant d'avoir un prix moins élevé. Donc un petit bémol, c'est ça, le prix du livre, mais aussi c'est sûr que c'est un livre de base qui nous explique comment naviguer dans un univers capitaliste. Fait qu'on va pas faire l'éloge de solutions alternatives comme le sociofinancement ou les démarches plus... l'économie circulaire. C'est ça, les démarches plus inclusives. On va plutôt... le seul truc qu'on va peut-être donner, c'est de dire essayez d'investir dans des compagnies, des entreprises éco-responsables puis socialement engagées. Bon, c'est sûr qu'on s'adresse à des jeunes de 16 ans, mais déjà, je trouve que ça peut être un âge intéressant pour apprendre la base des alternatives, de voir c'est quoi les solutions, qu'est-ce qu'on pourrait faire, mettre l'accent sur les coopératives, par exemple. C'est pas vraiment... ça reste un livre où on est très individualiste. Voici comment toi, personne incroyable, tu peux devenir ce que tu rêves de devenir. Fait qu'il y a le ton self-help qui est présent. Ça me dérange un peu parce que je trouve que le système économique actuel ne fonctionne pas tant. C'est pas comme si tout était beau, tout était rose pour la majorité des gens. Ouais. Fait que je trouve que c'est comme pas en phase avec la réalité aussi. C'est sûr, mais en même temps, je me suis dit, j'ai eu cette pensée-là aussi, mais je me dis, pour déconstruire quelque chose qui ne fonctionne pas, il faut le comprendre aussi. Fait que c'est bien quand même de donner les outils aux jeunes de comprendre, voici comment ça marche, le rouage. Si tu veux grimper dans la mécanique, voici comment faire. Puis beaucoup de gens en profitent sur ton dos, fait que pourquoi toi, t'en profiterais pas? T'en vaut la peine. C'est sûr qu'on retourne, on ressasse le même vieux problème. C'est le même message dans To Quit Like a Millionaire de Christy Shen que j'ai lu. C'est la même chose, c'est comment profiter au maximum du
système capitaliste. Je pense qu'il faudrait rajouter peut-être un chapitre dans le livre sur l'économie sociale, les solutions alternatives au capitalisme, puis la question de l'environnement, toujours, tu sais, des Mais revenus. aussi l'idée que tu peux, toi aussi, atteindre cet idéal-là, qui est de plus en plus faux dans notre société si tu n'es pas privilégié à la base. Oui. Par exemple, devenir propriétaire, c'est de moins en moins accessible. Tu sais, avoir un emploi stable, c'est de moins en moins possible. Cette idée-là d'inculquer aux gens qu'ils peuvent être le self-made, successful citizen, Ouais. c'est faux. Ouais, c'est ça. Puis il y a quand même des points positifs dans le livre, c'est qu'on va parler de l'écart salarial entre les hommes et les femmes, puis dire, dans certains milieux, peu importe à quel point tu vas travailler fort, tu vas être désavantagé dès le départ. Puis c'est encore plus vrai pour les personnes racisées, dont l'écart est encore plus grand. Fait que, tu sais, je pense qu'il touche à des enjeux qui sont vraiment importants, puis que des enjeux auxquels les jeunes sont de plus en plus conscientisés. Un peu comme si, on sait que ça c'est cool, fait qu'on va en parler un petit peu pour que tu trouves qu'on est cool, là, tu sais. Fait que, oui, pour l'enseignement de la base de comment, par exemple, gérer son argent, c'est super intéressant. Si tu le sais pas, tu le sais pas, puis ça peut paraître un peu... moi, ça me dépasse, ces choses-là, puis d'avoir un guide aussi simple, ben je trouve que c'est un point de départ. Est-ce que tu as appris des choses? Oui, c'est ça. Donc, est-ce que ce livre m'a aidé? Oui, je suis contente de l'avoir découvert. J'ai appris plusieurs choses sur, par exemple, revoir la façon que je fais mon budget. Là, j'ai switché au budget inversé. J'avais déjà un budget, mais j'avais vraiment du mal à le suivre. Puis là, dans le fond, comment ça marche? C'est tout simple, c'est que tu priorises dans tes économies, tu places les plus gros chunks dans ton revenu, tu places ton plus gros chunk d'argent dans tout ce qui est économie. Fait que tu devrais toujours, par exemple, placer 15% de ton salaire de côté pour les urgences, des choses comme ça. Puis là, tu redescends, puis naturellement, tu enlèves les streamings à gauche et à droite que tu n'utilises pas. Tu sais, comment tout nettoyer ça pour avoir un budget qui te ressemble, puis qui te permet d'atteindre tes objectifs financiers. Ça m'a fait beaucoup réfléchir à ce que moi, je veux faire avec mon argent dans la vie. Puis si un jour j'en ai plus, c'est quoi mes objectifs? Qu'est-ce qui me parle? Puis juste de se poser ces questions-là, je trouve que c'est tellement plus facile d'économiser de l'argent quand tu sais ce que tu veux faire avec. Quand tu sais pas, c'est vraiment facile de... Ou quand tes objectifs sont trop vagues. C'est ça. Comme j'aimerais voyager. Oui. Quand, où, comment, c'est ça. C'est ça. Fait que vraiment de se poser les bonnes questions. Puis j'ai appris des choses sur investir de l'argent. C'est un monde que je connais pas du tout, auquel j'ai pas touché. Je trouve ça intéressant d'avoir les outils. Si je vais le faire, je sais pas, parce que c'est un peu... En tout cas, c'est comme la lutte, les forces du mal et du bien en moi, puis c'est intimidant. Fait qu'à voir, mais c'est ça, j'ai appris des petits trucs à gauche et à droite. Je suis contente de savoir que c'est un outil qui existe, mais c'est pas un outil que je recommanderais aux jeunes Canadiens, aux Québécois, parce que c'est pas assez localisé, ça reflète pas assez bien leur réalité. Mais je serais curieuse de savoir s'il y a un guide comme ça pour eux. Oui, j'en connais pas pour l'instant, mais ça serait intéressant d'avoir La simplicité volontaire de Serge Mongeau, qui est comme un classique là, de la décroissance, puis de magasiner dans les friperies, etc., qui a été publié il y a vraiment longtemps. Moi, je l'ai lu adolescente, puis je me rappelle plus du tout du contenu, sauf que ça m'a marqué à vie. Ça serait intéressant d'avoir comme un livre graphique de ça. Je sais qu'il vient d'être réédité. Pour les nouveaux parents, il y a le guide financier des nouveaux parents, quelque chose comme ça, qui est un petit ouvrage que moi j'ai réemprunté souvent à la bibliothèque, qui a été publié il y a quelques années, puis qui va t'expliquer plein de notions économiques auxquelles je n'avais pas pensé avant. L'assurance vie, les REE. Elle va couvrir un tas de choses. Elle va t'expliquer comment fonctionnent les garderies subventionnées aussi, comment fonctionne le congé parental. Puis elle va même t'expliquer pourquoi tu devrais peut-être faire ton testament, des choses comme ça, comment faire un budget pour les enfants. C'est quand même une ressource assez utile. Je trouve qu'on manque beaucoup de littératie économique. Quand on essaie de comprendre quelque chose sur les sites gouvernementaux, je ne comprends rien. Ces textes-là sont faits pour te faire sentir niaiseux. C'est tellement du jargon. Puis je trouve ça vraiment absurde qu'on prenne pour acquis qu'on sait ces choses-là. Quand juste faire ses impôts, c'est vraiment un gros casse-tête. C'est pas quelque chose qu'on nous enseignait à l'école. Je pense qu'on est vraiment illettrés, entre guillemets, par rapport aux finances personnelles, les impôts, les testaments, la vie d'adulte, quoi. Mais aussi par rapport à la vie adulte. Là. Moi, jusqu'à il y a quelques années, même après avoir eu mon premier enfant,
je trouvais que je soquais pas à peu près la vie adulte. Tu sais, comme mon comptable me parlait, il était super condescendant, il y a plein d'affaires de la vie adulte que je comprenais pas. C'est comme si je m'attendais qu'un jour, j'allais recevoir par la poste mon certificat qui disait « Ça y est, maintenant, vous êtes une adulte. » Puis moi, j'ai quitté la maison de mes parents, j'avais 16 ans. Tu sais, j'ai habité 4 ans à l'étranger. Je pense que c'est plus une question de perception personnelle que de réalité. Parce que ça fait vraiment longtemps que je me débrouille dans la vie. Il y a plein de gens là, qui ne savent pas gérer leur argent, qui sont rendus à 70 ans. Puis, fait qu'il ne faut pas non plus, chers auditeuristes, vous sentir coupable de ne pas savoir gérer votre argent. Vous êtes des adultes quand même. Puis vous pouvez aller jouer aux jeux vidéo après l'écoute de ce balado. En mangeant des Cheetos pour souper. Puis en lisant aussi, peut-être jusqu'à aux petites heures du matin. Un livre romantique pour ados. Ah oui! Ou de la science-fiction féministe. Oh! L'industrie du self-help, vous l'aurez vu en faisant la recherche pour vos livres, c'est géant, gigantesque. On s'y perd, on s'y noie. Comment s'y retrouver? Donc, j'aimerais partager quelques petits trucs avec vous qui m'ont aidé et qui pourraient aussi vous aider à ne pas tomber dans le même piège que moi, c'est-à-dire à mettre tous vos œufs dans le même panier. Souvenez-vous qu'un livre, ça ne peut pas remplacer les conseils ou les soins d'un professionnel, que ce soit un professionnel de la santé physique ou mentale, de l'activité sportive, des finances. Il n'y a rien qui va remplacer un rendez-vous en personne. D'ailleurs, je pense que c'est les gens vraiment les mieux placés pour vous recommander des ouvrages qui sont pertinents et fiables. Fait qu'ayez pas peur de demander des suggestions ou de consulter les sites web de ces professionnels-là. Souvent, ils vont afficher des recommandations sur leur page. Si un titre vous intéresse, vérifiez toujours l'année de publication. Ça évolue rapidement, l'industrie du self-help. Les idées changent rapidement aussi. Fait que regardez l'année, puis faites des recherches sur son auteuriste sur Internet et consultez des amis aussi pour voir qu'est-ce qu'eux lisent. Donc, lancez-vous pas tout de suite dans un livre sans savoir exactement comment ce livre-là a été reçu. Puis, méfiez-vous, on en a parlé, mais méfiez-vous des grandes promesses du genre guérir son estime de soi en seulement 10 jours. No such thing, ça n'existe pas. C'est vous autres qui vous connaissez vous-même, donc il faut donc en prendre puis en laisser puis accepter le fait qu'on peut parfois tirer un conseil ou deux d'un livre puis des fois, rien pantoute. C'est correct. Puis finalement, achetez pas ces livres-là. Achetez pas ces livres-là avant d'avoir fait vos recherches, puis si possible, empruntez-le à des amis, faites-le commander à la bibliothèque. On tombe trop souvent sur des boosts qu'on veut écraser sur les murs. Ça vaut pas la peine d'investir dans un livre si vous n'êtes pas certaine que c'est une valeur garantie. Voilà les conseils de Renée. Moi, j'ai un autre conseil Oui. aussi, c'est que souvent, les livres de self-help, j'ai remarqué qu'il y en avait beaucoup qui étaient publiés parce que c'est pas tout le monde qui est capable de se payer de l'aide psychologique. Alors, par exemple, gérer un trouble de l'anxiété, puis là, il y a des exercices, puis c'est écrit par des psychologues ou des psychiatres. Puis j'en ai vu beaucoup comme ça. Fait qu'ils vont souvent vous donner des devoirs et tout. Puis moi, mon conseil, je l'ai vécu pendant ma grossesse, parce que j'avais vécu beaucoup d'anxiété postpartum, puis une dépression aussi à mon premier bébé. Pendant ma grossesse, j'ai lu là-dessus. Puis, il y a tellement d'exercices, mais à un moment donné, là, moi, j'étais comme, OK, je suis bien en ce moment, j'ai pas envie de me taper tout ça. Tu sais, puis un exercice pour gérer un trouble d'anxiété, c'est déjà beaucoup de travail sur soi. Fait que t'as pas besoin de passer à travers le livre. Ça va peut-être te prendre 15 ans pour faire tous les exercices. Puis c'est correct comme ça. Moi, je pense que c'est clair, je vais continuer à lire des livres de croissance personnelle. J'ai déjà comme emprunté celui que tu viens de nous présenter, Annabelle, à la bibliothèque. Est-ce que tu as fait ça pendant qu'on enregistrait le balado? Non. OK. Ouais, avec mon bébé dans les bras. Là. Non, mais t'aurais pu le réserver en ligne ou je sais pas. C'est quand même mon genre. Oui, c'est ça. Parce que pendant qu'elle regarde à l'ordi, elle multitask, elle donne le sein, elle cherche son livre, elle écoute, elle participe. C'est comme... Puis j'ai déconstruit le système patriarcal et capitaliste. C'est ça. Moi, tous les livres qui touchent au slow living, Ouais. à la décroissance. C'est ta niche un peu. Ouais, moi, je suis pas mal là-dedans. Je suis aussi une fan déclarée de Brené Brown.
Ah! Oui, Ouais. oui. Puis ça, je trouve qu'ils sont tellement bien écrits aussi, ces livres. C'est vraiment le fun à lire. Les livres sur la pleine conscience et l'anxiété. Ok. Donc, j'en ai acheté un sur comment apprendre la pleine conscience aux enfants. OK. Je ne l'ai pas encore lu, mais il est vraiment bien fait, tellement que ma fille l'a pris. Puis il y a des dessins avec des histoires pour enfants dedans, elle m'a demandé de lui lire. Les livres sur l'anxiété aussi, ça m'a beaucoup aidé depuis que j'ai commencé ma thérapie il y a une dizaine d'années. Puis je vais aussi continuer à lire des livres de parenting, c'est sûr, parce que moi, je vais être une mère parfaite et que ça, oui, c'est un problème. Mais moi, je lis de tout, c'est simple. Alors, je vais continuer d'aborder la vie à travers mes livres. Moi, j'ai envie de continuer dans le livre, Ouais. de mentionner Brené Brown. Je l'adore. Moi, j'ai pas lu, mais tout le monde m'en parle avec des étoiles dans les yeux. Oui, Fait que... c'est beau. Oui, je vais continuer d'en lire, puis peut-être pas de lire nécessairement des trucs financiers, là. Tu sais, je pense que Ouais. dans mon cas, ça a été Ouais. assez, là, ça a été toute une épreuve lire le livre. Fait que juste m'asseoir et lire quelque chose qui parle d'argent, je trouvais ça super stressant. Je Ouais, sais pas c'est comment ça... anxiogène, ouais. Ouais. Par rapport à l'argent, ben, c'est une question qui a toujours été très sensible pour moi. Je pense que c'est Pour tout le monde. pour C'est un sujet énormément tabou, de gens, ouais. c'est surtout les Canadiens, les Québécois, on a l'air d'être très susceptibles par rapport à l'argent. Mais c'est ça, c'est fini les trucs de finance pour l'instant. C'est pas correct. Peut-être quelque chose du genre croissance personnelle, mais tu sais, en lien avec la nature, peut-être m'encourager à marcher toute seule dehors, là. C'est ça. Moi, ce qui m'interpelle beaucoup en ce moment, c'est toute l'économie cachée. Par exemple, l'économie domestique. C'est comme essayer de ne pas gaspiller ta bouffe, c'est de l'économie. T'occuper de ton ami qui vient d'avoir un enfant ou de ton oncle âgé, c'est de l'économie. Parce que sinon, il va falloir que tu payes pour que quelqu'un d'autre le fasse. T'sais. Fait que toutes ces choses-là, c'est de l'économie. Puis moi, j'aimerais ça comme un ouvrage féministe qui va aborder l'économie, mais d'un point de vue plus global. Parce que si on veut déconstruire puis faire une transition écologique qui a de l'allure, il faut qu'on retourne dans tous ces secteurs-là qui sont cachés. De voyager, tu sais, oui, je veux voyager, on veut tous voyager, tu sais, mais arrêtez de juste me parler de ça, là. Une économie qui serait collective. C'est de ça que j'ai envie de lire. Oui, justement, moi, ça m'amène sur ma quête d'un ouvrage qui ferait comme plus l'apologie de la communauté que de l'individualisme. Là. Je pense qu'on trouve beaucoup ça. Puis moi, ce qui m'enrage dans les livres de self-help, c'est quand on met toute la responsabilité sur le lecteur ou la lectrice. J'en ai parlé tantôt, mais on peut pas faire ça. Je trouve que c'est injuste de dire à quelqu'un qu'un seul livre puis sa seule volonté peut régler tous ses problèmes. C'est toxique, c'est dangereux. Fait jusqu'à présent, j'ai pas trouvé beaucoup d'ouvrages qui font pas ça, finalement. Fait que je pense qu'il faudrait que je vais sûrement me lancer plus dans les trucs que vous avez déjà lus puis que vous pouvez me dire, ah oui, ça, je pense que tu pourrais en retirer du bien puis pas finir le livre en culpabilisant parce que t'as pas fait les 10 étapes énumérées dans le livre qui devaient guérir ton chakra, ta conscience puis la culpabilité que t'accumules depuis 31 ans. Là. C'est ça. Mais c'est aussi de comprendre que les réponses, c'est pas juste garocher des choses dans l'univers. C'est comme c'est comme pseudo-science, l'essence de l'univers. Ben, c'est ça qu'il faut faire attention à la désinformation, à tout ce qui est un peu sectaire. Il faut en prendre puis en laisser parce que chaque personne est unique. On a des besoins uniques. Je pense qu'il faut vraiment y aller à petite bouchée puis pas se lancer corps et âme dans un ouvrage. Je pense qu'il faut garder un œil critique puis aller voir, bon, cette personne-là, est-ce que c'est vraiment une self-made person? Est-ce que c'est vraiment une personne qui a des mêmes valeurs que moi? Ou les mêmes privilèges. Ou les mêmes privilèges, la même absence de privilèges. Il y a beaucoup de ces livres-là axés sur la productivité qui sont écrits par des hommes. Ben oui, puis des hommes privilégiés, donc qui sont pas en situation de handicap, qui sont pas marginalisés, donc c'est sûr que... Oui, fait que c'est sûr que c'est compliqué parfois d'appliquer ça à sa propre réalité. Puis de pas nécessairement croire tout ce qu'on nous dit, parce que ça, c'est un biais important, le biais comme de l'autorité. Ah, ben, vu que cette personne a réussi, ben, je dois écouter ce qu'elle a dit. Non, pas nécessairement. Aller fouiller peut-être un peu plus par rapport à la crédibilité de ces personnes-là. Je dirais que même si c'est des médecins, parce qu'on parle de psychologues et tout ça, mais même si c'est des médecins, souvent les mots médecin, clinicien, psychologue, kinésio, tous ces termes-là peuvent nous donner une impression d'autorité qui ne peut pas être critiquée. Il y en a plein, là, des gens qui ont leur diplôme en sciences, en psychothérapie, puis qui croient à la pseudoscience. Fait qu'il faut faire attention à ça.
The Highly Sensitive Person de Helen Aron est paru en 1996 chez Harmony. Sa traduction française, Ces gens qui ont peur d'avoir peur, mieux comprendre l'hypersensibilité, est paru aux éditions de l'Homme pour la première fois en 2005. Le livre a été réédité en 2022. How to Keep House While Drowning de Casey Davis est paru en 2020 chez Simon Element. Prendre soin de sa maison même en plein chaos, 31 jours d'autocompassion, sa traduction française, est paru en 2022 aux éditions de Jouvence. How to Money, Your Ultimate Visual Guide to the Basics of Finance de Jean Chatzky, Catherine Tuggle et l'équipe Hermione est paru en 2022 chez Roaring Book Press. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode sur les livres de self-help. Nous espérons vous avoir donné envie d'explorer ce vaste monde pour y dénicher quelques ouvrages inspirants. Justement, avez-vous des titres à nous proposer, des histoires de croissance personnelle à nous raconter, des conseils à nous partager? Envoyez-nous un message via notre site web, répondez à nos publications sur Instagram ou encore écrivez-nous sur Patreon, notre page de financement participatif. Être membre des Survenantes sur Patreon, c'est avoir accès à du contenu extra, comme de courts essais, une série de mini-épisodes ainsi que les bloopers de chaque saison. C'est recevoir une liste de recommandations littéraires à la sortie de chaque épisode et pouvoir nous demander des suggestions de lecture personnalisées à n'importe quel moment. C'est la chance d'être salué en fin d'épisode et de participer à notre processus de création en répondant à nos sondages. Surtout, nous offrir votre soutien, c'est contribuer à la vitalité de ce projet Balado et nous permettre de mieux concilier la famille, nos jobs, notre travail créatif. Vous venez d'entendre le 3e épisode de la 2e saison des Survenantes, une création balado de René, Annabelle et Catherine. Au montage et au mixage, Annabelle. La musique et les effets sonores sont tirés de Pixabay. Un merci tout spécial à Angela Coulon pour le graphisme et la création de notre site web, ainsi qu'à notre photographe Clémence Lenné. Merci à nos amoureux pour leur soutien. Enfin, un énorme merci à notre communauté Patreon, Nicole Roy, Achik Maboub, Simone, Barbara Agnese, Tinos, Robbie-Jeanne, Karine et Samu. Votre soutien nous permet de conserver notre indépendance, de débourser les frais nécessaires à la production et de continuer de vous offrir du temps d'écoute de qualité. À bientôt!